Bonjour tout le monde, bienvenue à notre quatrième session d'information en préparation pour la prochaine année de financement du CJC. Je me présente, je suis Sarah Spring, je suis la directrice générale. Je suis ici avec ma collègue Gabrielle Brassard-Lecourt qui va gérer cette session avec vous. Je vais laisser Gabrielle faire sa présentation, puis je serai là pour la session de questions et réponses à la fin. Super. Merci, Sarah. Bonjour tout le monde. Mon nom est Gabrielle Brassard-Lecourt. Je suis directrice des relations avec le milieu médiatique au sein du collectif canadien de journalisme. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour animer cette petite session d'information là, en amont de la prochaine ronde de financement qui va s'ouvrir donc le 9 septembre prochain, donc mardi. On va vous donner quelques informations et il y aura une période de questions à la fin. Donc, justement, 2 points techniques là-dessus. Premièrement, comme vous avez peut-être constaté, la session est enregistrée, juste pour que ceux et celles qui ne sont pas disponibles pour être là aujourd'hui puissent voir la présentation un peu plus tard. Et vous-même aussi pourrez y avoir accès. Là, on va la mettre en ligne sur notre site web dans les prochains jours si jamais vous voulez y retourner pour voir les détails. Et comme je le disais, il y a une période de questions qui est prévue à la fin. On a même préparé aussi d'emblée une foire aux questions avec les questions là, qu'on reçoit déjà le plus fréquemment. Euh, vous pouvez attendre la fin de la présentation pour répondre pour poser des questions, parce que peut-être que celles que vous avez vont être, je vais y répondre pendant la présentation, mais si vous voulez tout de suite les poser, il y a une boîte de dialogue en bas de l'écran là, dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, et on les abordera ensemble à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais vous faire une petite introduction de qui on est, de notre mission et tout ça. Ensuite, les plus récentes mises à jour et les dates importantes qui s'en viennent. Ensuite, on va repasser rapidement sur la politique d'admissibilité pour les radios et les télédiffuseurs, donc un résumé des faits saillants et les petites modifications qui ont été apportées pour la ronde 2 de financement. Même chose pour les politiques de calculation des heures. Donc, même chose, résumé, modification. Un petit diagramme pour vous expliquer le flux de travail pour la deuxième ronde et le calendrier. Donc, vous allez voir qu'on a essayé de faire des améliorations substantielles là, au niveau, au niveau du calendrier de comment les étapes se déroulent. Et on terminera avec les questions. Donc, rapidement, qui nous sommes et ce qu'on fait. Le Collectif canadien de journalisme est un organisme à but non lucratif qui a été créé au niveau fédéral dans le but de distribuer les fonds alloués en vertu de la loi sur les nouvelles en ligne. Donc, le collectif a été fondé en mai 2024 par un petit groupe diversifié d'éditeurs et de radiodiffuseurs de nouvelles afin de promouvoir la durabilité, l'équité et l'innovation dans la mise en œuvre de la loi sur les nouvelles en ligne et sa réglementation. Donc, notre objectif principal, c'est de veiller à ce que la loi et la législation soient mises en œuvre de manière à soutenir toute la diversité des médias canadiens, y compris les organisations traditionnelles de la presse écrite et de la radiodiffusion, mais aussi les nouveaux médias émergents et innovants, ainsi que les médias d'information locaux, indépendants et autochtones. C'est cet esprit se reflète dans la proposition du collectif à Google d'agir en tant que distributeur des 100 millions de dollars annuels qui investit conformément à la loi sur les nouvelles en ligne, toujours dans l'optique de renforcer l'écosystème journalistique canadien. Un petit mot rapide à propos de la loi sur les nouvelles en ligne, dont vraiment le collectif applique la réglementation. La loi sur les nouvelles en ligne a pour objet de régir les intermédiaires de nouvelles numériques en vue d'accroître l'équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à la viabilité de celui-ci, notamment en contribuant à la viabilité des entreprises de nouvelles au Canada. Donc, à la fois dans le secteur à but lucratif et non lucratif, y compris les entreprises locales et indépendantes.
Donc, la loi sur les nouvelles en ligne crée un cadre de négociation visant à garantir que les plateformes rémunèrent équitablement les entreprises de nouvelles. Elle encourage les plateformes à conclure des accords commerciaux volontaires avec diverses entreprises de nouvelles. La loi a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, donc le CRTC, est chargé de superviser le cadre de négociation prévu par la loi. Donc, c'est dans ce cadre que le CRTC a accordé une exemption à Google en octobre 2024 et que le collectif a été mandaté par Google pour administrer le fonds. Donc, les mises à jour et prochaines étapes, donc c'est un petit résumé là, de la mise à jour estivale qu'on a envoyée par courriel début août. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à notre infolette, on vous invite à le faire sur notre site web. Donc, jusqu'à maintenant, on a distribué 58 millions de dollars à plus de 400 médias et comme vous savez probablement, le deuxième paiement de l'année 1 va se faire dans les prochaines semaines, comme on arrive à la fin là, de la firme Ernst Young qui est en train de vérifier les heures là, que vous avez déclarées. Mais il va y avoir des gros changements par rapport à ça dans l'année 2. Donc, on a tenté de faire des améliorations au niveau du calendrier et du processus de candidature. Donc, le 9 septembre prochain, mardi, il va y avoir un portail de candidature en ligne via notre site web qui va s'ouvrir pour 1 mois. Quand vous allez ouvrir le portail, vous allez être invité à vous créer un profil avec des identifiants individuels, ce qui va vous permettre d'une part de remplir votre demande au fur et à mesure. Donc, vous allez voir à chaque page, vous pouvez sauvegarder vos informations, mais si vous avez besoin, vous n'êtes pas en mesure de compléter votre application toute la même journée parce que vous avez besoin d'aller chercher des documents et tout, vous allez pouvoir revenir et commencer où vous êtes rendu dans votre application plutôt que de refaire toute la candidature au complet. Et vous allez aussi pouvoir voir l'étape à laquelle est rendue votre candidature. Donc, vous allez avoir chacun votre identifiant personnel pour pouvoir vous connecter. Ensuite, la vérification de l'admissibilité, donc selon les critères par rapport à vos contenus de nouvelles, à votre constitution, tout ça va se faire en même temps que l'examen des heures. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de vérification du collectif va travailler en même temps que Ernst Young à vérifier vos heures. Comme ça, on va vraiment accélérer le processus. Ça va se faire en même temps. Ensuite de ça, toutes les décisions d'admissibilité ou de non-admissibilité vont être envoyées en même temps. Donc, ça ne se fera pas par batch, là, comme ça s'est fait la première année. Donc, toutes les lettres vont être envoyées en même temps. Ce qui fait donc qu'il va y avoir seulement un seul paiement pour l'année 2. Donc, il n'y en aura pas deux comme la première année, ça va être un seul paiement qui va être fait au cours de l'hiver 2026. Donc, on espère entre février et mars, c'est un peu ça notre timeline pour l'instant. Et on est confiant qu'on va arriver à respecter. Et il y a aussi une procédure d'appel claire et rapide qui va être communiquée aux candidats qui sont non admissibles. Donc, ça va être plus clair, le temps va être, ça va se faire beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus fluide. Les prochaines étapes et les dates importantes. Donc, comme vous savez probablement, Ernst Young est en train de terminer la vérification des heures pour l'année 1. Ils achèvent, là, c'est presque terminé. Et donc, le paiement final de la première année, donc la deuxième partie qui vous est due, va être payé au cours du mois de septembre, là, donc dans les prochaines semaines. Ensuite, le portail pour les candidatures pour les entreprises non autochtones va s'ouvrir, comme je le disais, le 9 septembre prochain et vous allez avoir jusqu'au 3 octobre 2025 pour poser votre candidature pour recevoir des fonds pour la deuxième année. Donc, vous allez avoir à peu près 1 mois. Pour les entreprises autochtones, le portail va s'ouvrir un peu plus tard, donc le 16 septembre, et vous aurez jusqu'au 16 octobre pour postuler, donc 1 mois aussi. Et finalement, comme je le disais, les paiements le paiement pour la deuxième année va être versé à l'hiver 2026.
Donc, les catégories admissibles pour les radios et les télédiffuseurs, donc toutes les entreprises qui ont un statut au GCQ, les entreprises de radiodiffusion universitaires, communautaires ou autochtones agréées et les autres entreprises de radiodiffusion communautaire similaires. Donc, ça, c'est les catégories là, qui sont listées par la loi. Pour voir les critères spécifiques pour chacune de ces catégories-là, vous avez le lien ici, mais on vous invite vraiment, si ce n'est pas le cas, à visiter notre site web, donc ccj-cgc.ca. Vous allez voir dans le menu en haut à droite, il y a un onglet ressources. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toute la liste de nos politiques qui sont listées là-bas. Vous cliquez sur une et vous allez avoir tout le détail là, de chacune des catégories, chacune des tâches admissibles avec leur description. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas listé tous les détails là, parce qu'on veut faire ça plus court, mais vraiment, on vous invite. On a vraiment travaillé très, très fort sur notre nouveau site web pour que les documents soient beaucoup plus facilement consultables. Donc, on vous invite vraiment à consulter ça là, pour voir tous les détails sur les différentes catégories. Donc, l'année 2 va compenser l'année d'avant. Hein, donc, on est toujours un peu, on compense toujours l'année d'avant, sauf rendu à l'année 3, on va presque être à jour. Donc, les dates en vigueur, les dates, les heures qui vont être compensées, c'est celles qui sont incluses entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Donc, pas 2025. Donc, ça va être l'année 2024. Donc, la modification majeure pour l'admissibilité, c'est que si votre entreprise répond aux critères de OGCQ, désolé, j'ai oublié de traduire, et station universitaire, communautaire ou autochtone agréée, si vous fournissez, donc OGCQ, si vous fournissez une lettre de l'Agence du revenu du Canada qui prouve votre statut, si votre contenu est accessible sur Google, ben, vous allez être automatiquement éligible à recevoir des fonds. Même chose pour station universitaire, communautaire ou autochtone. Donc, ça, vous allez devoir fournir votre licence du CRTC ainsi que quelques autres documents. Mais dès que cette partie-là de votre profil va être complétée, on n'ira pas plus loin dans la vérification, et bien, sauf évidemment vos heures, mais côté contenu et tout ça, ça va aller plus rapidement et vous allez arrêter plus proche, plus rapidement dans le processus de vérification. Et l'autre changement majeur, c'est le contenu à soumettre. Donc, année 1, l'équipe de vérification allait sur vos sites web et regardait un peu de façon aléatoire votre contenu sur votre page d'accueil pour voir si c'était du contenu d'information originale, de nouvelles originales. Pour l'année 2, on va vous laisser choisir. Donc, n'importe quand à l'intérieur des dates éligibles de 2024, vous choisissez une période de 3 semaines continue. Et à l'intérieur de ces 3 semaines-là, vous soumettez tout votre contenu que vous considérez comme étant du contenu de nouvelles. Donc, ça se peut que vous ne fassiez pas juste des nouvelles. Donc, vous allez pouvoir choisir tout le contenu que vous choisissez dans cette période de 3 semaines-là. Vous allez voir, là, c'est un peu abstrait, mais dans le portail, là, ça va être très, très clair comment soumettre votre contenu. Et dans le fond, on va vouloir un lien par contenu. Donc, mettons que c'est un programme de radio que vous avez, que vous dites qu'il y a des nouvelles là-dedans. On veut le lien individuel vers ce programme-là. On ne veut pas juste le lien vers votre site web. Donc, ça, c'est un gros changement. Donc, au lieu que ce soit nous qui choisissions le contenu qu'on évalue, vous allez pouvoir le choisir à l'intérieur d'une période de 3 semaines et là, vous soumettez tout votre contenu nouvelle dans ces 3 semaines-là. Donc, il faut que ce soit, encore une fois, une période continue de 3 semaines.
Pour la politique de calcul, hein, donc évidemment, vous devez choisir si vous devez postuler en tant que diffuseur ou éditeur. Donc ça dépend, ben, en fait, surtout si vous n'avez pas de licence du CRTC, vous pouvez choisir la catégorie, ça s'appelle radio et télé avec un mandat similaire aux radiodiffuseurs communautaires. Mais dépendant de votre structure juridique, du type de contenu que vous avez, vous pourriez aussi décider de poser votre candidature en tant qu'éditeur. Par exemple, si vous avez des contenus en ligne sous forme de podcast ou de streaming, ben, vous devriez plutôt poser votre candidature en tant qu'éditeur plutôt que radiodiffuseur parce que votre contenu est majoritairement en ligne et pas sur des ondes hertziennes. Donc, le calcul est basé sur les employés admissibles qui produisent des nouvelles et donc on va aller plus dans le détail de ça dans les prochaines diapositives. Donc, la modification, hein, c'est comment déterminer le nombre d'heures consacrées par les employés à la création de contenu d'actualité. Donc, on a supprimé le terme équivalent temps plein parce qu'on se rendait compte que la définition n'était pas claire. Le nombre de minimum d'heures aussi requis pour être considéré comme un ETP, c'était non plus pas très clair. Donc, on a plutôt changé ça pour journalistes régulièrement, ben, employés de façon régulière. Donc, les employés peuvent être embauchés pour n'importe quel nombre d'heures à condition qu'ils soient sur la liste de paie, donc un payroll, et qu'ils reçoivent un formulaire T4, donc pas T4A, vraiment T4 à la fin de l'année. Donc, mettons que c'est un employé qui travaille à temps partiel, ben, il va quand même être éligible. Donc, évidemment, il faut que le poste de l'employé comprenne des tâches admissibles. Et encore une fois, vous pouvez trouver la liste de tâches là, dans la politique de calcul ici, dont je vous ai mis le lien sur notre site web, mais on va le voir aussi ici, là, je vous ai mis une liste. Donc, par exemple, si un employé a travaillé à temps partiel et qui a partagé ses tâches, il fait des tâches qui ne sont pas nécessairement juste liées à la production de nouvelles originales, ben, vous devez départager ces heures pour soumettre seulement celles qui ont été consacrées à la production de nouvelles. Donc, ici, vous avez un exemple de comment le calcul des heures travaillées peut être fait. Donc, mettons, vous avez un employé qui travaille à temps partiel en 2024 puis qui a partagé ses heures. Seules les tâches consacrées à la production doivent être comptabilisées. Donc, mettons, vous avez un employé qui travaille 1040 heures par année, donc 20 heures par semaine, mais là-dessus, il y en a ben, juste 10 qui sont des tâches admissibles, comme mettons la relecture de contenu, bon. Puis l'autre, c'est la réécriture de dépêches, c'est de faire récupérer des articles d'ailleurs, tout ça, bien ça, vous devez donc séparer les heures. Donc, vous pouvez utiliser la même méthode pour chaque employé qui participe à la production de nouvelles. Et donc là, vous additionnez les heures admissibles et donc vous allez voir aussi dans le portail que au fur et à mesure que vous rentrez des heures pour vos différents postes, les heures vont s'accumuler par elles-mêmes. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire le calcul vous-même. Mais vous devez faire le calcul pour chacun de vos employés puis de séparer les heures selon la liste des tâches admissibles. Donc, les tâches admissibles, on y vient. Donc, ça, c'est des tâches pas considérées comme de la production originale d'information. Donc, il y a la collecte de nouvelles, on va y revenir un peu, la création de contenu, la vérification des faits, tournage, rédaction, révision, diffusion et production, approbation des sujets, publication et distribution, post-édition et promotion et engagement. Si vous voulez avoir, ça, c'est juste les titres des tâches admissibles, mais encore une fois, si vous allez dans les pages 3 à 6 de notre politique, vous allez voir qu'en dessous de chacun de ces titres-là, il y a toutes les tâches qui sont listées. Donc, si vous voulez vraiment le détail, là, allez voir dans cette politique-là parce que vraiment, c'est très, très détaillé, là, toutes les tâches qui sont incluses en dessous de chacun de ces titres-là.
Des tâches qui ne sont pas considérées comme la production originale d'informations, donc l'agrégation de contenu, l'expression de points de vue personnels, publi-reportage, vérification juridique et archivage. Donc, on a préparé une foire aux questions pour vous aider parce que c'est ça, il y a déjà certaines questions qu'on a souvent. Donc, est-ce que vous êtes admissible si vous n'avez pas 2 employés? Donc, comme on disait, vous pouvez avoir, vos employés peuvent faire le nombre d'heures qu'ils veulent, mais il faut qu'il y en ait minimum de 2 qui soient sur la liste de paie et qui reçoivent un T4. Donc, vous pouvez avoir 2 employés à temps partiel, mais il faut qu'ils soient sur le payroll et qu'ils reçoivent un T4. Donc, par exemple, si vous avez juste des pigistes ou un employé un employé sur le payroll et juste des pigistes, ça ne fonctionne pas. Parce que les heures des pigistes ne sont pas admissibles. Donc, par employé régulier, on entend vraiment un employé qui reçoit un formulaire T4. Donc, peu importe le nombre d'heures qu'il fait, mais il faut qu'il soit sur le payroll. Est-ce que les bénévoles sont admissibles? Donc, non, les heures des bénévoles ne sont pas admissibles. Est-ce que si vous êtes propriétaire de votre publication, de votre station de radio, de télévision, est-ce que vos heures sont admissibles? Sont admissibles? Elles le sont si vos tâches contribuent à la production d'informations originales et d'intérêt général. Donc, il faut que vous mettiez la main à la pâte là, dans la liste de tâches qu'on a vue un peu plus tôt. Donc, si vous avez un statut de propriétaire ou tout ça, c'est pas grave, mais il faut que vos tâches, que vos heures soient incluses dans la liste de tâches admissibles. Si vous n'avez pas de licence CRTC et que vous ne correspondez pas à la liste qui est établie par la loi, vous pouvez quand même postuler à titre de télé ou de radiodiffuseur et dans la catégorie haute station communautaire similaire. Donc, ça fonctionne aussi, mais encore une fois, je vous invite à aller voir tous les critères là, vraiment précis des catégories qui sont détaillés dans notre politique d'admissibilité sur l'onglet ressources de notre site Web. Si votre contenu n'est pas en français ni en anglais, ben là, notre équipe de vérification parle plusieurs langues, là, donc français, anglais, arabe, mandarin. Mais dans le formulaire, vous allez aussi être invité à, vous allez devoir nous fournir une transcription, une traduction de vos contenus. Pas l'entièreté, juste des extraits. Puis c'est pas obligé d'être une traduction parfaite. Nous, ce qu'on veut pouvoir voir, c'est on veut pouvoir évaluer si vous faites du contenu d'actualité puis de nouvelles originales. Donc, vous allez avoir un onglet là, dans le portail où vous allez pouvoir télécharger vos transcriptions. Qu'est-ce qu'on considère comme une nouvelle originale? Donc, premièrement, dans le contenu en général, ça doit être un sujet qui ne doit pas être spécifique à et pour un secteur. Donc, mettons le magazine des urbanistes. Là, ça ne fonctionne pas, mais mettons, je ne sais pas, là, une émission de radio vraiment spécifique pour et par des économistes. Ça ne fonctionnerait pas parce qu'il faut que l'information soit. Vous pouvez vous spécialiser dans un sujet spécifique, mais il faut que l'info soit accessible pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit pour juste une partie très spécifique, là, comme un ordre, des travailleurs dans un ordre professionnel, par exemple. Donc, c'est aussi, ça ne peut pas être juste du sport, juste des loisirs, juste les arts, juste les modes de vie ou juste le divertissement. Vous pouvez faire ça, entre autres, dans vos entreprises, mais il faut aussi que vous fassiez des nouvelles qui ne sont pas juste sur ces sujets-là. Donc, aussi, votre contenu ne doit pas avoir pour but de promouvoir les intérêts ou de rendre compte des activités d'une seule organisation, d'une association ou de ses membres. Donc, le terme contenu d'actualité originale, ça désigne vraiment le contenu pour lequel la recherche, la rédaction, l'édition, la mise en forme sont effectuées pour et par l'organisation. Donc, par exemple, si vous reprenez un topo de la presse canadienne, vous pouvez pas, c'est pas considéré comme
contenu original parce qu'il n'a pas été fait pour et par votre propre entreprise. Donc, par exemple, il faut vraiment que vos journalistes, vos personnes qui travaillent dans vos organisations contribuent de façon originale à faire de la nouvelle. Donc, c'est des gens qui vont sur le terrain, qui font des entrevues, qui font leur propre recherche. Donc, encore une fois, qui font des tâches, qui sont dans les tâches, dans la liste des tâches éligibles et qui produisent de la nouvelle à partir de ces tâches-là pour votre organisation, là, ça fonctionne. Donc, il faut vraiment que ce soit, c'est ça, pour et par votre publication. Comment déterminer quelle partie de mon entreprise fait de l'information, hein, comme on disait, ça se peut très bien que vous fassiez d'autres activités que des nouvelles ou que vous fassiez des nouvelles dans un des sujets qui ne sont pas admissibles, comme juste du sport ou juste de l'art de vivre. Ben, il faut vraiment que vous soumettiez, dans le fond, les contenus qui sont dans la partie web de nouvelles de votre organe de nouvelles. Puis ça se peut que ce ne soit pas nécessairement votre page d'accueil, hein, ça se peut que ce soit plus tard, ailleurs, ou ça se peut que ce soit un programme de radio, de télé en particulier, mais c'est ça qu'il faut soumettre dans le fond. Donc, c'est vraiment la partie de votre site web où sont publiées les actualités qui est considérée comme un organe de nouvelles. On va voir un exemple plus tard. Est-ce que les heures de l'initiative de journalisme local sont admissibles? Oui, elles sont admissibles si votre journaliste est sur la liste de paie et il reçoit un T4. Donc, il faut qu'il soit comme employé. Donc, si c'est un pigiste qui est engagé avec l'IGL, ça ne fonctionne pas, mais si c'est un employé, ça fonctionne. Comment ça fonctionne si vous avez plusieurs stations? Là, on sait que dans les radiodiffuseurs, il y a beaucoup de ça, là, des gens qui possèdent plusieurs stations régionales, locales. Il faut vraiment que ce soit l'organe, la compagnie qui fait les payes, dans le fond, puis qui produisent les T4, qui doit poser la candidature pour toutes les stations qu'elle possède. Donc, dans le formulaire, là, vous allez pouvoir lister combien de médias vous possédez, combien de stations, mettons, vous possédez, puis après ça, vous allez pouvoir soumettre le contenu de chacun de ces médias-là dans le portail. Mais il faut vraiment que ce soit la personne, l'entité qui paye, dans le fond. Donc, le flux de travail et le calendrier. Donc, un petit rappel, hein, le portail pour les entreprises non autochtones s'ouvre le 9 septembre, va fermer le 3 octobre. Et pour les entreprises autochtones, ce sera du 16 septembre au 16 octobre. Ensuite, dès que vous allez commencer à poser vos candidatures via le portail, l'équipe de vérification va tout de suite commencer à travailler à l'admissibilité des entreprises. Donc, on n'attendra pas la fermeture du portail pour commencer à vérifier. Cependant, c'est quand même une note importante, c'est pour ça aussi qu'on a créé des accès individuels, c'est que si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous voulez revoir, vous vous rendez compte que vous voulez soumettre d'autres choses, vous êtes trompé dans un document, vous allez pouvoir modifier votre candidature jusqu'à la fermeture du portail en octobre. Puis il va y avoir un système aussi pour nous qu'on sache que vous avez fait une modification. Donc, en même temps qu'on va vérifier l'admissibilité au niveau du contenu, Ernst & Young va aussi vérifier les heures. Donc, ça va se faire en même temps pour accélérer le processus un peu. Ensuite de ça, les lettres d'admissibilité et d'inadmissibilité vont être envoyées en même temps. Donc, on espère d'ici la fin de l'année. Donc, mettons en décembre, on les enverrait. Après ça, il y a un processus d'appel qui va être ouvert. Il va y avoir un temps très limité pour faire le processus d'appel, justement parce qu'on veut un petit peu accélérer les choses. Et ça sera la même chose de notre côté aussi. Là, on va faire ça rapidement pour qu'on puisse faire le seul paiement de la deuxième année à l'hiver 2026. Donc, comme je disais, il va seulement avoir un paiement pour l'année 2 et non 2.
Donc, je vous présente un peu le portail là, de façon, vous avez un petit scoop aujourd'hui, donc juste pour voir de quoi ça va avoir l'air. Je ne vous le montre pas au complet, là, mais vous allez avoir une idée. Donc, mettons la vérification du contenu de votre information. Donc, ici, vous voyez, hein, vous allez avoir toutes les premières étapes. Puis ça va être quand même, le portail est vraiment bien fait, là, c'est-à-dire que s'il y a une information cruciale que vous n'avez pas remplie, vous ne pourrez pas passer à la page suivante. On va vous dire, ce champ-là est obligatoire, mettons, parce qu'évidemment, on a besoin de votre nom, on a besoin de pouvoir vous rejoindre, tout ça. Donc, il y a certaines informations là, qu'on considère que vous allez devoir remplir et donc, si vous ne le faites pas, ben, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Bon, ici, ça va être traduit en français, là, mais vous voyez ici que vous allez pouvoir faire une petite sauvegarde pour plus tard. Donc, revenir à votre application là, quand vous voudrez avec votre identifiant personnel. Donc, vous allez voir aussi, donc ici, vous le voyez, hein, mettons, station de radio, les bulletins de nouvelles sont considérés comme des médias d'information. Donc, vous allez voir là, plus loin dans le portail, vous allez avoir le champ, vous allez pouvoir soumettre vos contenus. Donc là, on veut le lien vers le programme de radio d'information. On veut donc pas vers tout votre site, vers ce programme-là spécifique que vous considérez qui est de la nouvelle sur la période de 3 semaines que vous avez choisie. Même chose pour les stations de télévision. Donc, mettons que vous avez plusieurs médias d'information, vous allez avoir une option ici. Donc, évidemment, on va vous demander plein d'autres informations sur où votre contenu est accessible. Donc, le critère numéro 1, c'est qu'on doit pouvoir retrouver votre contenu sur Google. Donc, si, mettons, vous avez je ne sais pas, là, des programmes qui disparaissent, qui sont derrière des murs payants ou que vous changez. Nous, il faut qu'on puisse savoir qu'ils ont été accessibles à un moment donné sur Google. Donc, soit vous nous envoyez le lien vers votre lien puis mot de passe vers un truc, vers vos archives ou je ne sais pas trop, mais sinon, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va copier-coller le nom de votre programme de nouvelles, puis on va le coller dans Google, puis on va voir s'il apparaît. Donc, puis il faut vraiment que chaque contenu individuel apparaisse. Donc, pas juste l'ensemble de votre média. Donc, si vous allez voir, mettons que vous allez avoir là, toutes vos heures ici. Donc, et puis, ben, c'est ça. On va avoir besoin d'un login si vous en avez un. Vous allez devoir préciser aussi la période de 3 semaines que vous choisissez. Et si vous avez plusieurs médias, on va aussi vous demander combien de médias vous possédez et tout ça. Donc, je sais que ça a l'air un petit peu abstrait là, pour l'instant, mais sachez qu'une fois que vous allez avoir accès au portail, ça va être vraiment, vraiment plus clair pour vous. Et puis, évidemment, nous, on va être là aussi pour vous accompagner là, si vous avez de la misère à remplir votre demande. Donc, ici, vous pouvez aller dans la section à propos du site web. Il y a tous nos courriels. Il y a un numéro de téléphone aussi que vous pouvez appeler. Donc, on va être rejoignable là, en tout temps pour vous aider à faire vos applications. Je le sais que ça demande un peu de mathématiques, tout ça, puis ça semble un peu abstrait, mais sachez que dans le portail, ça va être très clair, puis ça va vraiment vous aider pour déterminer vos heures et tout ça. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation et s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Bonjour tout le monde. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je vais poser les questions qui sont dans le Q&A. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Alors, j'ai une question ici. Si le contenu audio de 2024 n'est plus disponible en ligne, C'est mais que ça. nous avons un archive interne, est-il Exact. admissible comme preuve qu'elle a été créée et était à l'époque disponible en ligne? C'est une bonne question. On a eu la même question souvent dans les dernières Encore. 4 jours. Ouais. Ouais, ben on va réfléchir, mais en tout cas, il va falloir trouver une façon de nous montrer que c'est accessible. Fait que soit, ouais, je sais pas, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse, on est conscient là que tu sais, ça se peut qu'au moment où nous on vérifie, ça soit plus accessible. Il va falloir un lien vers vos archives là, ça c'est sûr. Euh,
Et puis, peut-être que, ouais, on pourra communiquer, tu sais, il va y avoir quelqu'un là, qui va être en charge de la vérification. Donc, peut-être que vous pourrez communiquer avec cette personne-là. Là, c'est Hugo Prévost. Puis, on vous demandera des détails là, de façon individuelle pour voir comment on peut s'organiser, là. OK. Concernant l'échantillon de contenu sur 3 semaines, comment fait-on si le contenu mis en ligne en 2024? Ah, OK. En fait, c'est un peu la même question. Depuis a été retiré. Exactement. Alors, c'est ça. Je pense que nous, on est conscient que c'est la situation pour plusieurs radiodiffuseurs. Vous ne pouvez pas garder le contenu en ligne pour toujours. Il y a une question d'espace, vos serveurs. Alors, comme Gabrielle a dit, nous allons travailler un peu cas par cas parce que il faut qu'on puisse avoir une preuve de certaine façon que ça a été sur Google en 2024. Ouais, c'est ça. Puis comme, tu sais, c'est pas pour vous faire suer avec ça, là, mais nous, ça fait partie de notre entente avec Google, fait qu'on a comme pas le choix de trouver une façon de montrer que c'était, à un moment donné, accessible sur Google, mais on va réfléchir à quelque chose, là, puis n'hésitez pas, c'est ça, à nous expliquer, à nous contacter aussi de façon individuelle, là, pour qu'on règle ça. OK. Le seuil de 75 de tâches admissibles est-il applicable ici comme pour les médias écrits? Si oui, je ne comprends pas l'exemple présenté qui porte sur un employé dont 50 du temps est consacré à des tâches inadmissibles. Ben, en fait, c'est qu'il y a comme 2 calculs, tu sais, c'est le premier calcul, c'est combien d'heures votre employé travaille. Ben, en fait, c'est est-ce qu'il consacre la majorité de son temps, à des tâches admissibles, mais ce temps-là peut être un temps partiel. Donc dans le fond, il y a 2 calculs. Il y a le calcul de qu'est-ce qu'il fait dans ses tâches, puis après ça, quelles tâches, quelles heures dans ces tâches-là sont admissibles ou pas. Mhm. Euh, Ici, j'ai une question. J'ai une entité légale qui gère un journal et un radio. Pouvez-vous clarifier la démarche dans ce cas-là? Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'an 1, à la première année d'administration des fonds Google? Ben, en fait, c'est que là, vous devez c'est vous qui devez faire un choix, si vous préférez appliquer comme éditeur ou diffuseur. Mais en fait, ça dépend de qui est l'entité qui paye. Si l'entité qui paye, c'est votre, organisation avec une licence CRTC, appliquez comme radiodiffuseur. Si l'entité qui paye, c'est le journal, appliquez comme éditeur. Ouais. Alors ça, il y a pas de changement entre Non, il y a pas de changement. les 2 années. Ouais. Ouais, ça, c'est la même Euh, chose. ouais, exactement. Alors, l'écoute en ligne depuis le site web est aussi sur Google, sans avoir un lien direct vers la portion, comme une émission d'affaires publiques produite par les journalistes. Que peut-on faire? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que je sais pas si vous pouvez soumettre juste comme genre le 15 tu sais, faut que ce soit tout votre contenu au complet là, qui est considéré comme nouvelle, là, pas juste le 5 minutes du radio-journal, là, tu sais, faut que ce soit comme, faut que la majorité de votre contenu soit des nouvelles. Fait que si c'est un show de 2 heures de juste opinion avec 5 minutes de nouvelles, ça marche pas, là, tu sais, faut que ce soit tout le contenu au complet. OK. Euh, Si, en fait, ça c'est un suivi à l'autre question. L'entité légale paye pour les deux. Alors, je pense qu'il y a deux entités légales, puis les deux, ils payent les deux employés. Euh, dans ce cas-là, je pense, ça sera deux applications. Ouais, Puis il faut assurer de séparer les heures entre les deux applications. Puis un, ce ouais, sera c'est ça. l'application d'un radiodiffuseur, celui avec la licence RTC. Puis l'autre, ça va être l'application comme un éditeur. C'est ça. Puis ça dépend aussi, tu sais, vous pouvez pas non plus déclarer les mêmes heures pour vos journalistes si vos journalistes travaillent à la fois dans la radio ou à la fois dans le journal, là. Tu sais, il va falloir que vous fassiez un choix. Mhm. Euh, OK. Puis là, il y a une question. En fait, c'est la même personne. C'est une entité légale, puis deux médias. Ouais, Alors, normalement, si il y a un des médias a licence CRTC, normalement, ça veut dire que c'est une application comme radiodiffuseur. exact. Ouais. OK.
si nous étions inscrits à l'année 1, avons été déclarés admissibles et avons reçu le paiement, devons-nous quand même se réinscrire pour l'année 2? Oui, exactement. Alors, chaque année, nous allons disperser 100 millions. Mais ça ne veut pas dire que si vous étiez admissible en année 1, que vous êtes admissible en année 2, parce qu'on regarde différentes années de référence. La première année, on a regardé vos activités en 2023. Le 9 septembre au 3 octobre, ça va être les applications pour regarder vos activités en 2024. C'est ça. Alors oui, il faut réappliquer. Ouais, c'est ça. Puis en fait aussi, c'est que surtout pour l'année 2, parce que notre portail est vraiment différent, là, tu sais, on a vraiment un autre système. Puis aussi, votre situation peut changer, hein. Nous, on l'a déjà vu, mettons, de l'année 1 à l'année 2, tu sais, mettons, il y a des entreprises qui ont engagé plus de monde, qui en ont engagé moins, qui ont fermé, donc, tu sais, c'est pour ça qu'à chaque année, vous allez devoir faire une application. Puis nous, on ne reçoit pas non plus on n'a pas reçu tout le montant d'une shot. Là, on reçoit 100 millions chaque année. Donc, voilà. Mhm. Autre question, si je comprends bien, il faut 2 employés à temps plein en 2024 qui faisaient le travail de journalisme pour être admissibles. Non, il vous faut 2 journalistes sur le payroll, mais ils ne sont pas obligés d'avoir été à temps plein. OK. Lorsque la radio a un contrat annuel avec un journaliste extérieur sous contrat avec 40 heures semaine, sur paiement de facture et non au payroll, c'est un contractant et non pigiste occasionnel était admissible. Oui, malheureusement, tu sais, le fait que les pigistes ne soient pas inclus, c'est une décision du CRTC, donc qui est l'organe qui nous régule, là, donc, ben, pas qui nous régule, mais qui fait donc, si c'est un contractant, ça ne fonctionne pas, il n'est pas admissible. Il faut vraiment que ce soit sur le payroll et qu'il y ait un T4. Euh, Quelqu'un d'autre, j'ai 7 entités légales qui gèrent 8 stations de radio. Est-ce que mon journaliste est éligible s'il est seul journaliste sur le payroll d'une de mes entités légales? Je ne suis pas sûre de comprendre. Donc, le journaliste travaille pour toutes les stations? C'est le seul journaliste, c'est ça? Je pense que c'est une question qui revient à la base à s'il y a un employé, puis il faut avoir deux Oui, employés. Alors, ouais, c'est 2 si vous employés, ouais. avez sept entités légales ou 7 stations de radio, ça prend 2 employés qui sont payés par la même C'est ça, c'est pas une entreprise. question de nombre d'entités, c'est vraiment une question de nombre d'employés. Mhm. OK. Puis une autre question, le critère est majorité du temps ou 75% du temps est consacré à des tâches admissibles. Oui. OK, parfait. C'est la fin des questions qui étaient dans la boîte Q&A. Ah, il y en a un autre, parfait. Si nous avons des émissions spécifiques, par exemple sur le cinéma, qui ne produisent pas exclusivement de contenu d'information, mélange d'entrevues et de critiques, mais que les entrevues de cette émission sont rediffusées dans une compilation des meilleures entrevues de la semaine, donc exclusivement au contenu d'information. Est-il possible de comptabiliser une partie des heures rémunérées pour la production de cette émission non exclusivement d'information? Je suis en train de lire. Hey, ouais, je pense C'est que une oui. bonne question. Ouais, c'est une bonne question, mais oui, ça fonctionnerait parce que, comme on dit, c'est pas nécessairement. Tu sais, dans le fond, il y a deux choses qui vont être évaluées. Donc, le contenu, puis après ça, les heures. Puis là, effectivement, il faut qu'il y ait un match, mais, mais les heures qui sont consacrées juste à la production nouvelle sont admissibles. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, voilà. La limite du 35 heures semaine par employé s'applique-t-elle ici également? Oui. OK. Bon, mais je pense que c'est tout. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, comme Gabriel a dit, sur le site web, vous pouvez voir notre équipe, vous pouvez nous contacter. Quand vous Ouais. commencez l'application, vous pouvez sauvegarder, puis revenir plus tard après avoir clarifié certaines choses avec nous ou après avoir relire les politiques sur le site web.
Euh, Est-ce que la limite est indiquée dans vos politiques? Tout est indiqué dans les politiques. Vraiment. Ouais, Ouais, faut vraiment, exactement. on vous invite vraiment, c'est vraiment, vraiment détaillé, nos politiques, là, donc, Mhm. mais évidemment, si vous avez besoin de plus de détails, plus d'explications, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. OK. Mais merci beaucoup tout le monde. Puis en espérant que le processus va être assez simple. Puis sinon, n'hésitez pas de nous contacter. Ouais. Merci beaucoup. Bon après-midi. C'est